On parle de Parkinson, on fait Parkinson, on vit Parkinson, on mange Parkinson, et puis de temps en temps on prend des médocs pour pas oublier Parkinson non plus. Donc le copain park, il est souvent là. Aider, s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Anthony a bientôt 50 ans. Il est le mari de Patricia, 48 ans, atteinte de la maladie de Parkinson depuis 11 ans. Dans le soutien qu'il apporte au quotidien auprès de sa femme, plutôt qu'aidant, Anthony préfère le terme d'aimant. Le côté aidant, je trouve qu'on est trop dans le « je vais faire des choses à ta place ». Alors que le côté aimant, je vais te laisser faire tout ce que tu peux faire. Et puis vraiment, quand tu as besoin, je vais m'immiscer dans ce que tu es en train de faire. Par exemple, moi, on aime bien cuisiner. Quand on cuisine tous les deux, j'essaie de la laisser se débrouiller. Puis quand il y a besoin d'émincer un truc ou que c'est un peu précis, je dis, tu veux que je t'avance? Et c'est vraiment un jeu où j'essaie de pas trop m'immiscer dans ce qu'elle est en train de faire pour pas dire pousse-toi, je vais faire à ta place. La difficulté, en fait, c'est d'être assez subtil dans son aide pour laisser finalement de l'autonomie à la personne et que la maladie ne gagne pas trop de terrain trop rapidement, ou du moins qu'elle ne gagne pas sur notre couple. La maladie évolue doucement, heureusement pour Patricia. Donc dans le temps, au départ, à l'annonce du diagnostic, ça a été un choc pour toute la famille, mais finalement, sur les premières années, avec l'apport de médicaments, donc on prend de la dopamine pour la maladie de Parkinson, avec l'apport de médicaments, personne, même dans la famille, ne voyait vraiment qu'elle était malade. Et puis petit à petit, il y a eu cette fatigue qui s'est mise en place, qui s'est installée. Il y a eu ces crampes, ces rigidités, parce que c'est beaucoup de douleur, la maladie de Parkinson. Et donc ça a amené une fatigue générale du corps qui nécessitait des moments de pause, d'aller se mettre à l'écart et se mettre dans une chambre pour dormir une demi-heure ou 45 minutes. Alors pas plus, parce qu'après sinon elle est complètement KO. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de lui laisser gérer un peu sa maladie, tout en rappelant qu'on est là au cas de besoin. Je pense que dans les premières années, moi j'ai eu une sorte de déni de la maladie, c'est-à-dire que j'ai pas voulu la voir et donc j'ai assez peu aidé. Et puis je me suis dit aussi que de vouloir trop aider, peut-être que ce serait montrer que je me rends compte qu'elle est malade. Et puis petit à petit, on est arrivé à une espèce de compromis en se disant si j'ai besoin, est-ce que je peux un peu compter sur toi? Et donc ça a évolué petit à petit avec la maladie, avec la prise de médicaments. La prise de médicaments, c'est quand même un petit rappel que vous avez tous les jours il y a un malade à la maison. Parce que si elle oubliait de prendre ses médicaments, eh bien il y avait une grosse perte de tonus, les jambes qui traînaient beaucoup plus. Et donc clairement, pour pas oublier de prendre ses médicaments, il y avait une alarme, donc quelque chose qui sonnait. Et ça rappelait à toute la famille que tiens, c'est l'heure de prendre les médicaments. Et c'est ce petit rappel qui, en plus des symptômes qu'on voit tous les jours de la maladie, qui était assez pesant finalement. Consultant dans l'industrie, Anthony vient de quitter son entreprise pour trouver un emploi plus près de son domicile. Au moment des entretiens avec ses futurs employeurs, il a toujours parlé de sa situation familiale. Dans une vie professionnelle, on a forcément des petits changements ou des gros changements. J'ai eu le travail pendant un certain nombre d'années de consultant, donc où je partais beaucoup. Je découchais plusieurs jours de la semaine. C'était un travail passionnant, avec en plus une équipe au travail qui était au courant de la maladie, puisque je les ai prévenus assez tôt, donc qui était quand même très compréhensif vis-à-vis de ça. Mais malgré tout, le fait de pas être là tous les soirs, c'était quand même quelque chose d'un peu compliqué. Donc j'ai essayé de me rapprocher. Et là, j'ai retrouvé un travail beaucoup plus proche, à peine une petite demi-heure de la maison. Donc ça va être beaucoup plus gérable. J'ai aussi postulé pour un poste qui est avec un peu moins de responsabilité que les postes que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, du coup, justement, les questions fusent un peu, en se disant, mais voyons votre CV, pourquoi est-ce que vous avez postulé à ce poste-là? Donc j'ai expliqué un petit peu la situation. J'ai expliqué aussi que les enfants sont partis de la maison, ils ont quasiment fini leurs études, donc la pression financière n'est pas la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 10-15 ans pour nous. Et donc, moi, ce que je recherche, c'est... évidemment, c'est de m'éclater dans mon travail, parce que c'est le moteur pour moi, hein, vraiment, c'est d'avoir un boulot qui me plaît. Mais c'est aussi le faire sans que ce soit au détriment de la maison, et en sachant que il me reste, allez, je vais avoir 50 ans, il me reste 14-15 ans à travailler, sachant que en 14-15 ans, les choses peuvent beaucoup évoluer. La maladie de Parkinson est une maladie qui isole les malades et qui isole aussi quelque part les aidants, puisqu'on c'est une maladie où on va se renfermer un peu sur soi-même. Et moi, je trouve que, pour moi, en parler, c'est une thérapie, et ça fait beaucoup de bien d'en parler autour de soi, à ses collègues, mais aussi à sa direction, de façon à ce qu'elle sache que quand j'ai fini mon boulot dans l'entreprise, il me reste du boulot à la maison pour aider mon épouse. Quand on annonce que son épouse est malade et de la maladie de Parkinson, il y a une incompréhension. Parce que pour énormément de gens, la maladie de Parkinson, c'est une maladie de personnes âgées. Alors que, pour le coup, mon épouse en est la preuve, c'est aussi une maladie qui touche les personnes jeunes. Et le fait d'en parler, on se rend compte que, moi j'ai eu une grand-mère qui a eu la maladie de Parkinson, moi j'ai eu un grand-père qui a eu la maladie de Parkinson. Et donc les gens connaissent un peu la maladie, ils la connaissent pas forcément très bien, parce qu'on connaît souvent un des symptômes qui est le tremblement, alors qu'il y en a bien d'autres. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bien, parce que du coup, on peut en discuter, on peut dire quels sont les problèmes, et puis qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'aménager pour limiter les contraintes professionnelles vis-à-vis de ce qu'on a besoin de faire au niveau privé. Clairement, on va se mettre des freins, entre guillemets, même si j'aime pas trop le mot, mais dans sa carrière professionnelle, parce que les priorités sont pas les mêmes. Et c'est d'autant plus vrai depuis l'opération, donc il y a 1 an, et un peu plus d'1 an maintenant, Patricia s'est fait opérer, donc pour la maladie de Parkinson. Pour les personnes qui ont la chance d'être éligibles à l'opération, il existe une opération qui s'appelle la neurostimulation profonde, où on vient mettre des électrodes dans le cerveau de façon à masquer une partie des symptômes de la maladie, et donc diminuer la prise de médicaments et gagner des années, pas sur la maladie parce que les symptômes continuent à être là, mais sur justement l'apparition de ces symptômes. On les masque différemment. Et ça a été le déclic pour moi, puisque c'était de se dire, j'ai vu un peu juste avant l'opération où l'amener la maladie, et je vois tout ce qu'on a gagné aujourd'hui, et maintenant je veux me reconcentrer sur notre vie perso, et on n'a plus les mêmes priorités, clairement. Même si on adore notre travail, la vie de famille est quand même super importante. Ça va être des voyages, ça va être d'aller voir les enfants. Donc je dis que mon grand il est sur Marseille, on est descendu sur Marseille parce que voilà, c'est là on va organiser mes 50 ans, mon anniversaire au mois de mai, c'est quelque chose d'important. On va avoir du monde, et puis on s'interdit pas des choses que dans le passé on aurait dit ça on peut peut-être attendre, ou voilà. Moi j'aimerais bien faire un voyage au Japon, parce que j'aime bien la culture japonaise, parce que je fais du judo, et je pense qu'on va pas tarder d'en faire un. Donc voilà, ça fait partie des petits bonheurs de la vie qu'on se refuse pas, quoi, en fait. Quand on est confronté à une maladie neurodégénérative, quelle qu'elle soit, on sait que les choses vont pas s'améliorer, et on sait que finalement, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on n'est pas sûr de pouvoir le faire demain. Et donc, on vit un peu du carpe diem, quoi. C'est profiter de l'instant présent et faire les choses quand on peut les faire. C'est ce que tout un chacun devrait faire, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être en bonne santé. Clémentine Cabrière est directrice de l'Association française des aidants,
une association créée en 2003 qui milite pour la reconnaissance de la place et du rôle des proches aidants en France. Parmi les sujets que l'association adresse, celui des salariés aidants. Les personnes proches aidants qui, par ailleurs, ont une activité professionnelle, qu'elles soient d'ailleurs salariées ou indépendantes, leur premier enjeu, c'est cette articulation entre le domaine professionnel, qui est parfois une nécessité, y compris financière, une nécessité aussi sociale, et qui donne paradoxalement du répit quand, à côté, on a un accompagnement d'une personne proche à réaliser à la maison ou en établissement. Et c'est ce paradoxe, en fait, qui est compliqué pour les proches aidants, parce que le travail, c'est à la fois une solution et une difficulté. Et c'est cette articulation, en fait, qui est compliquée. Quand je parle de l'articulation, c'est parce que le vocable aujourd'hui employé, c'est la conciliation, vie professionnelle, vie personnelle, et que dans la définition même de concilier, c'est-à-dire cum, faire avec, on est plutôt dans l'idée de la performance d'un aidant qui ferait tout, l'aidant super-héros, qui ferait son travail dans un aspect d'engagement, de performance, qui sont vraiment des termes aujourd'hui très forts et utilisés de manière systématique dans le monde du travail, et par ailleurs se donnerait aussi dans un engagement sans limite à leurs proches, qui est tout à fait naturel, puisque le premier enjeu d'un proche aidant, c'est que la personne accompagnée se sente bien. C'est que tous les accompagnements autour de la personne accompagnée puissent être réalisés. Tant qu'ils ne sont pas sûrs que leur proche est bien pris en charge, comme on dit, ils ne se soucient pas d'eux. Donc, par rapport à la vie professionnelle, le premier enjeu pour les proches aidants, c'est le temps. Ensuite, évidemment, il y a d'autres enjeux pour les proches aidants, c'est la considération au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation, de leur situation. Par rapport à ça, il y a finalement deux catégories, quelque part, de situations. La première, et peut-être pour le rappeler, c'est que les proches aidants n'ont pas tous besoin d'aide. On utilise beaucoup la terminologie d'aider les aidants aujourd'hui. La première chose, et c'est vraiment très très important, c'est que aider son proche, encore une fois, c'est parce que initialement on a une relation avec la personne, et l'injonction en fait faite aujourd'hui aux aidants par rapport au fait d'accepter de l'aide à tout prix peut finalement être vécu par les proches aidants comme une intrusion trop forte dans leur choix de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, parce que dans l'entreprise, le proche aidant peut ne pas avoir envie d'énoncer sa situation, tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le travail, c'est aussi le répit, c'est aussi continuer une vie normale que nous avions avant. Donc, dans certains cas, et j'ai envie de dire peut-être même dans la majorité des situations, les proches aidants ne souhaitent pas l'énoncer dans l'entreprise. Il y a une autre possibilité, c'est que du fait de la prise de conscience, en fait, de l'impact de l'aide sur leur vie professionnelle, et également du temps, de la nécessité d'un accompagnement financier aussi plus important pour pouvoir soutenir au domicile leurs proches. Je pense par exemple à des aspects très concrets d'organisation sur les actes de la vie quotidienne, au domicile notamment. Pour ces raisons-là, certains proches aidants souhaitent au contraire l'énoncer dans l'entreprise pour pouvoir être soutenus, compris. L'Association française des aidants, nous nous sommes rendus compte que le premier besoin n'était pas l'aide matérielle ni l'aide financière, c'était avant tout la reconnaissance et la compréhension par l'employeur et par les collectifs de travail, par leurs collègues de la situation. Quand je dis ça, c'est absolument pas uniquement une prise en compte ponctuelle, c'est une prise en compte durable de la situation. Au-delà de pouvoir libérer une personne de son poste de travail dans des situations d'urgence,
il y a l'intégration réellement de la gestion du temps, d'un temps différent pour ces personnes-là. Quand on considère la situation globale avec l'allongement de la durée de la vie, avec la prévalence des maladies chroniques, avec la durée de vie professionnelle qui s'allonge dans le cadre par exemple, de l'obtention d'une retraite, quand on pense aussi à l'évolution des cellules familiales, les situations de proches aidants vont s'accentuer. Et par conséquent, les aménagements faits aujourd'hui pour la proche aidance, mais pour d'autres situations aussi de vulnérabilité ou de fragilité au sein de l'entreprise, vont de plus en plus se poser et donc vont probablement, en tout cas, nous à l'Association française des aidants, c'est ce qu'on souhaite, que les situations de vulnérabilité puissent être réellement, on va dire, banalisées au sein de l'entreprise pour que chacun puisse vivre cette situation au mieux. La responsabilité sociale des entreprises et l'engagement, c'est de trouver des aménagements pour que ça puisse être, dans des temps longs, absorbé quelque part par les collectifs de travail et non pas stigmatisé ou spécifié comme un cas qui nécessiterait un aménagement particulier. Le sujet de l'aidance qui évolue dans le temps. Dans les années 60, on n'en parlait que peu. Il y a eu d'autres droits sociaux qui ont été mis en avant au premier rang duquel, et d'autres combats sociaux au premier rang duquel les femmes, puis ensuite le handicap. Aujourd'hui, c'est l'aidance, dans une acception plus large en fait au sein de la société. Et c'est finalement un passage à l'échelle dont il s'agit aujourd'hui de le traduire dans des droits spécifiques qui permettent aux proches aidants, par exemple, au sein d'une entreprise, de bénéficier d'un accord collectif sur une obtention de jours de télétravail supplémentaires, une possibilité de s'absenter avec moins de justificatifs dans un cas d'urgence. Ça, c'est quelque chose qui est en cours et en chemin et qui, dans le cadre de la deuxième stratégie de mobilisation en soutien des aidants, pourrait être accompagné par la puissance publique vers les entreprises. Quand on fait des raccourcis bien nécessaires sur salariés aidants, on oublie que le respect de la diversité des situations, le respect de la situation aussi d'une entreprise, une entreprise grande, petite, n'aura pas les mêmes possibilités d'accompagnement des salariés aidants. Une entreprise ouverte à la concurrence n'a pas les mêmes possibilités qu'une entreprise de niche. La répartition aussi de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ne se fait pas de la même manière dans tous les secteurs. Et lorsqu'on parle de la politique aidant au sein d'une entreprise, c'est ça aussi qu'il faut considérer et arrêter de considérer qu'un employeur par définition ou un manager par définition ne saurait pas prendre en compte ces situations-là. Mais aujourd'hui, on en est encore à l'aspect du socle minimal et de l'acceptation par toutes les parties prenantes, donc en l'occurrence dans l'entreprise, non seulement le salarié, mais ses collègues, son manager, sa DRH, son patron si c'est une entreprise plus petite, ou bien ses clients aussi lorsqu'il s'agit d'un indépendant. C'est ça en fait qui est important de prendre en considération. Cette compréhension se fera dans le temps. Et les solutions en réalité systémiques sont encore à trouver dans les équilibres entre ce que chacun est prêt à faire et prêt à donner ou à ne pas donner pour que les accompagnements se fassent dans le temps long. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia.
Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.